Bonsoir à vous tous et merci de votre aimable fidélité au programme du soir Sony World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer ce jour, nous allons parler de l'Angola avec l'expulsion de plus d'un demi-million de migrants clandestins. Plus d'un demi-million de migrants clandestins ont été expulsés d'Angola dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de diamants lancée il y a un an. C'est ce qu'a annoncé vendredi le gouvernement. Les autorités ont rapatrié 527 725 migrants illégaux, fermé 96 coopératives illégales de diamants, 4 projets miniers et 289 maisons d'achat de diamants, a déclaré le ministre d'État attaché à la présidence Pedro Sebastião lors d'une conférence de presse à Luanda. Nous allons y voir plus clair avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Quelle est la situation du secteur du diamant en Angola? C'est un secteur intéressant et qui vient après le pétrole, alors que tout le monde sait que le pétrole aujourd'hui, avec les cours, si ce n'est la dernière augmentation liée aux drones qui ont bombardé les stations de Aramco en Arabie Saoudite, le cours du pétrole va plutôt vers la baisse et on découvre de plus en plus de pétrole dans plusieurs pays, y compris des pays où il y avait déjà du pétrole. Donc, l'Angola a compris depuis un temps, surtout avec l'actuel président Lourenço, que ce n'est pas par le pétrole seulement que l'Angola va pouvoir sortir de l'ornière. D'autant plus que l'Angola a subi, à un certain moment, la forte baisse des prix que tout le monde a connu pendant un certain temps. L'Angola a une autre possibilité au plan minier avec le diamant qui est là. Mais en Angola, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique, quand on exploite les mines, que ce soit l'or, que ce soit le coltan, que ce soit le diamant, à côté de l'exploitation officielle, souvent industrielle, vous avez l'exploitation artisanale. Et ici, l'exploitation artisanale, c'est elle qui draine une bonne partie des gens, parce que quand on ramasse un diamant, on a quand même ramassé une fortune. Et ça fait que ça draine un très grand nombre de personnes. Et dans le cadre des réformes de façon générale que le président João Lourenço est en train de faire au niveau de l'Angola, il est en train de vouloir également mettre de l'ordre dans cette exploitation du diamant. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui qu'une partie du secteur du diamant échappe aux autorités angolaises? Oui, mais bien sûr, on peut le dire, parce que le trafic artisanal, quand on le laisse faire, il finit par devenir une forme de trafic industriel, mais à petite échelle. C'est tout le problème. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a fermé pratiquement une centaine de coopératives. Une centaine de coopératives qui étaient là en train de travailler, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas les coopératives seulement qui sont fermées. Il y a les maisons de commerce également. Ils en ont fermé 289. Si on les considérait simplement comme des boutiques, quand vous avez 289 boutiques qui achètent ou qui vendent du diamant, mais ça veut dire que même si on est dans de l'exploitation artisanale, cette exploitation artisanale rapporte quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas de raison pour que 289 boutiques soient installées. Le nombre des migrants également, si on en arrive à expulser 500 000 en une seule année, mais ça veut dire que quand les gens viennent, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver leur compte à travers cette exploitation artisanale. Et bien sûr, pour l'économie de l'Angola, tout ceci, c'est une perte, parce qu'aucun de ces diamants ne va passer par le circuit officiel, aucun de ces diamants ne va payer une taxe ou quoi que ce soit. Et certainement, c'est ça que le président de la République veut ramener dans les règles de l'orthodoxie en matière d'exploitation des mines. Alors, mais plus de 500 000 migrants illégaux expulsés en un an, est-ce que ça veut dire que le secteur diamantifère n'intéresse pas les Angolais eux-mêmes? Pas que ça ne les intéresse pas. Il ne faut pas oublier que l'Angola a eu ses parenthèses en termes de guerre. Et malheureusement, comme tous les pays qui ont rencontré ce genre de situation, à un certain moment, vous avez ce qu'on peut appeler des espaces de non-droit, où à cause de la guerre, vous avez d'autres formes d'économie qui s'installent, qui sont parallèles à l'économie nationale. L'Angola l'a vécu. Et ces économies parallèles ont continué à proliférer après la guerre, parce que souvent, on dit que quand il y a la guerre, vous vous rappelez du Libéria et autres, on parlait des diamants du sang. On utilisait également la guerre pour pouvoir exploiter à fond ces zones minières et pouvoir utiliser parfois même ces diamants pour réalimenter cette même guerre, pour pouvoir continuer une exploitation sans être dérangé. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui était déjà là.
Mais dans une Angola qui est devenue une Angola plutôt stable, aujourd'hui, c'est un Eldorado pour les populations environnantes, aussi bien à cause du pétrole qu'à cause du diamant. Et il faut dire qu'un pays comme l'Angola, comment il va recevoir 500 000 migrants clandestins? On voit des pays européens beaucoup plus puissants sur le plan économique en train de crier. Alors qu'ils ne reçoivent pas 500 000 migrants, il n'y a aucun pays européen, à part l'Allemagne, qui a accepté volontairement de recevoir 1 million de migrants. Il n'y a aucun pays européen qui a reçu 500 000 migrants en un an. Bon, imaginez, parce que c'est là aussi, il faut être objectif. Ce n'est pas parce qu'on a mis des gens dehors qu'il faut dénoncer l'Angola. Qu'est-ce que l'Angola peut faire avec 500 000 migrants clandestins en une année? En 3 ans, ça va faire combien? Est-ce que le pays va pouvoir accueillir tous ces gens-là? Je crois qu'il y a cet aspect également qui est là, qu'il ne faut pas occulter. Il se rend compte aussi que cette force en termes de migration va certainement créer des perturbations, pas seulement sur le plan économique, mais certainement même sur le plan social et en termes de population. Il essaye de mettre fin à cela. L'important, c'est que les règles soient tout simplement respectées. Mais quand on met quand même dehors ces migrants et toutes les structures que ces migrants tenaient sont démantelées, il y a un manque à gagner. Un manque à gagner pour l'État, non. Un manque à gagner pour les migrants, oui. Parce que moi, je me dis que derrière, très certainement, ils vont mettre en place un système d'exploitation qui va être un système d'exploitation officiel. Puisque ici, vous avez un système d'exploitation, vous avez une sorte de marché noir où les gens prennent les diamants et parviennent à faire échapper. Certains dans les statistiques disent qu'à peu près ça fait 35 000 carats. Oui. Mais c'est énorme. C'est énorme parce qu'on parle en diamant, on ne parle pas en euros ou bien en dollars. C'est vraiment énorme. Certainement, ils veulent ramener ça dans le marché officiel pour que déjà l'État puisse véritablement en profiter et pour que l'Angola puisse en profiter. Parce que quand c'est des étrangers qui détiennent ce marché, quand ces étrangers obtiennent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Certainement pas l'investir au niveau de l'Angola. On aura tendance à rapatrier l'argent au niveau de son pays. Et en ce moment, c'est comme si c'est l'Angola qui participe à développer certains pays alentours à partir de son propre sous-sol et ces populations elles-mêmes n'en profitent pas, ce qui ne serait pas logique. Et le manque à gagner en question, c'est aussi que c'est des économies parallèles et il y a sans doute énormément d'Angolais qui en vivent aussi. Mais bien sûr, quand on regarde ce système d'économie parallèle, si on parlait tout à l'heure de 200, pratiquement 300 boutiques, mais à côté de la boutique qui vend de l'or, il y aura une boutique qui vend à manger. Il y a toute une économie qui s'installe dans les zones minières, même la prostitution, quand vous regardez les zones minières, là où il y a de l'or, etc. Vous avez tout un ensemble de choses qui s'installent, mais c'est toujours dans la même clandestinité, on est toujours dans le même système de marché noir. Et tout le monde a vu le président Lourenço, avec son opération qu'il appelle Transparence, vouloir ramener l'Angola sur des règles. Et il ne le fait pas seulement par rapport à l'or, il le fait également par rapport à la pêche. Ils ont arraisonné pratiquement 300 bateaux de pêche avec la même logique. C'est-à-dire que les gens pêchent, mais que la pêche se fasse dans les règles. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on ne va pas exploiter le diamant, mais il veut que le diamant soit exploité dans les règles. Et s'il y a quelqu'un qui doit en profiter, que ce soit d'abord l'Angola en tant que pays. C'est vrai qu'il y aura des individus qui vont perdre, mais c'est le propre de toutes les réformes. À chaque fois qu'on les fait, il y a des gens qui vont se retrouver dans des situations difficiles. Mais quand c'est bien mené, d'autres vont se retrouver dans une autre situation, pour ne pas utiliser cette fameuse expression, le malheur des uns va faire le bonheur des autres. Mais cette opération pose quand même un problème. Qui sont ceux qui sont visés? Est-ce que c'est seulement les migrants, les étrangers qui sont dans ce secteur, ou bien les étrangers illégaux qui sont dans le secteur? C'est les étrangers illégaux. Parce que les 500 000, ils sont clairs, c'est 500 000 migrants illégaux. Donc, il y a des gens qui sont sur place, parce qu'à chaque fois qu'il y a diamant, à chaque fois qu'il y a pétrole, généralement, nos pays n'ont pas la capacité de s'installer pour faire l'exploitation. Il y a des étrangers qui viennent s'installer officiels, qui signent des contrats miniers avec nos États. Et parfois même, ce sont ces étrangers également qui poussent nos États à bousculer ceux qui font ce trafic, ce marché noir, parce que ce marché noir fait baisser le coût de l'or, du diamant ici, parce qu'ils ne vont pas le vendre sur le marché en regardant quel est le coût du marché sur le plan international.
Donc, eux, ils ont quelque chose à perdre et souvent, dans ce genre d'opération, ils acceptent même de mettre des moyens pour aider l'État à faire en sorte que cette exploitation clandestine puisse s'arrêter. Souvent, on dit qu'il y a des questions de sécurité, il n'y a pas le minimum, les gens vont utiliser des produits chimiques qui peuvent leur créer des problèmes. Bon, on trouvera toutes sortes d'arguments pour montrer la pertinence d'une telle chose, mais ce qui est clair, c'est que ceux qui exploitent de façon officielle ne voient pas d'un bon œil ces exploitations clandestines qui les empêchent de pouvoir déjà profiter du produit parce que ces gens-là en extraient également, occupent des espaces. Parfois même, dans certaines zones, il arrive que la population vienne même occuper l'espace destiné à une entreprise et l'entreprise étant une entreprise étrangère a du mal à s'en prendre aux populations quand il s'agit d'une population locale. Donc ici, c'est surtout les populations migrantes qui sont des populations étrangères et qui sont présentes sur le sol de l'Angola de façon illégale. Alors, est-ce que ceux qui sont dans ce domaine, ces étrangers qu'on plus, sont pour tous africains ou il y en a également d'autres continents? Surtout africains, parce qu'ils viennent des alentours de l'Angola, parce que quoi qu'on dise, l'Angola a été considéré avec le pétrole comme une sorte d'Eldorado. Avec la fin de la guerre, on a vu quand même l'Angola avec sa production pétrolière qui est quand même une production importante, connaître un certain remous sur le plan économique. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, l'ancienne colonie de l'Angola, le Portugal, avait des problèmes. Il est arrivé que l'Angola amène des capitaux au niveau du Portugal. Donc, pendant un temps, avec le pétrole, l'Angola attirait déjà les gens parce qu'il y avait un bouillonnement économique qui était là, qui faisait que tout le monde voulait en profiter. Il y avait également à côté l'exploitation du diamant qui attirait les gens, surtout l'exploitation clandestine. Mamadou Diouf, merci pour les explications. C'est moi qui vous remercie. Et nous observons un moment de pause et après, c'est l'invité de ce soir.